Mes chers collègues, bon, ils vont arriver. Ils sont pas encore là, mais ils vont arriver. À la suite de la tentative de programmation sans aucune forme de médiation du film Le Dernier Tango à Paris, en décembre dernier, par la Cinémathèque française, nous avons souhaité entendre ses représentants. J'accueille donc aujourd'hui Monsieur Costa Gavras, cinéaste et président de la Cinémathèque. Bonjour monsieur. Monsieur Frédéric Bonneau, son directeur général. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-François Roger, son directeur de la programmation. Bonjour monsieur. Et Madame Peggy Hanon, la directrice générale adjointe. Bonjour Madame, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Super. Je rappelle que ce film de Bernardo Bertolucci, sorti en 1972, suscite aujourd'hui la polémique du fait d'une scène de viol anal non prévue dans le scénario initial et qui a été tournée sans le consentement de Maria Schneider, mineure au moment des faits. La scène a été décidée autour d'un petit déjeuner le matin même par le réalisateur et l'acteur Marlon Brando, les tartines qu'il beurrait leur ayant inspiré, semble-t-il, le détail particulièrement sordide que nous connaissions, à savoir l'usage du beurre comme lubrifiant qui a réellement été appliqué sur une partie intime du corps de Maria Schneider. Ils se sont mis d'accord sur le fait de ne pas en parler à l'actrice afin de capter à la caméra un sentiment réel de terreur, d'humiliation et aussi de rage. Et ce sont des larmes réelles que la jeune femme a versées pendant la scène. Elle a hurlé, pleuré, pour de vrai, écrira Paris Match à la sortie du film. Elle a senti les doigts de l'acteur sur son anatomie, mais pour le réalisateur, cette blessure a été utile au film. Maria Schneider, décédée depuis, n'a semble-t-il pas été violée au sens du code pénal. Néanmoins, elle a été définitivement traumatisée par ce tournage et en particulier par cette scène qu'elle a ressentie comme un double viol. Et si elle n'a pas été violée, les images montrent qu'elle a tout de même été agressée. Elle a été par la suite en permanence ramenée à cette scène, comme si sa carrière et son talent n'avaient aucune espèce d'importance. Elle ne voulait plus entendre parler de ce film, et pourtant la Cinémathèque entendait lui rendre hommage par cette projection. Qu'en dire ? Nous allons en discuter. On peut légitimement s'interroger sur la qualification pénale que les faits dont elle a été victime pourraient revêtir. De mon point de vue, et du point de vue de la loi probablement, il s'agit d'une agression sexuelle caractérisée, avec qui plus est des circonstances aggravantes, sa minorité, et l'autorité qu'avait sur elle le réalisateur. Vous avez dans un premier temps, en réponse à la polémique naissante, envisagé d'organiser un débat précédant la projection avant de décider, au dernier moment, d'annuler la projection compte tenu, je cite, votre communiqué de presse, des risques sécuritaires encourus, la sécurité du public passant avant toute autre considération. Il me semble tout aussi dangereux d'exposer le public à ce qui n'est autre qu'une agression réelle, filmée, et projetée dans une salle. Je rappelle, pour bien situer le débat, que l'article 222-33-3 du Code pénal punit de 5 ans d'emprisonnement le fait de diffuser des images de viol et d'agression sexuelle et que l'art ne fait nullement partie des exceptions permises par cet article. Mais peut-être en discuterons-nous lors de cette audition. Nous nous interrogeons sur ce qui a pu motiver chez vous la programmation de cette œuvre très problématique, initialement, sans même qu'une information ou qu'un débat l'accompagne, et alors même que les procès de Dominique Pellicot et Christophe Ruggia nous appellent ces dernières semaines, s'il en était besoin, que les violences sexuelles sont légion. Vous avez diffusé de nombreuses fois ce film depuis 2010, sans que cela ne soulève les foules. Pourtant, en 2024, les consciences ont visiblement évolué. Est-ce à dire que vous n'êtes pas parvenu, vous aussi, à évoluer sur le sujet des violences faites aux femmes, dans la mesure où vous recevez des subsides publics? La question de votre capacité à embrasser ces changements sociétaux se pose. Se pose également la question de la parité de votre organisation, mais nous y reviendrons. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite, micro ouvert, et à dire « je le jure ». Ouvrez votre micro. Non, successivement, et ouvrez votre micro. Monsieur Costa Gavras en premier. Allumez votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Non, il y a un bouton devant votre micro qu'il faudrait que vous appuyiez. Monsieur Bonneau, il faut éteindre. Je le jure. Merci. Monsieur Bonneau. Je le jure. Attendez. Monsieur Costa Gavras, éteignez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas le cinéma ici, ce sont des micros beaucoup plus capricieux. Monsieur Bonneau. Je le jure. Merci. Monsieur Roger. Je le jure. Merci, Madame Hanon.
Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, en ma qualité de président de la Cinémathèque française, je tenais d'exprimer ma position avant de donner la parole à Frédéric Bonon pour vous parler du dernier tango à Paris et de la Cinémathèque française qu'il connaît et qu'il sert avec Madame Peggy Hamon, tous deux avec grande passion. Il y a 9 ans, avec l'aide des membres du bureau de la Cinémathèque française et selon le statut de celle-ci, j'ai choisi M. Frédéric Bonon pour le poste du directeur général, parmi un groupe d'une douzaine de candidats et candidates. Le conseil d'administration a accueilli ce choix unanimement. Frédéric Bonon est un homme de grande culture, direct, parfois un peu trop, grand connaisseur du cinéma. Il dirige la Cinémathèque française et l'importance qu'elle a prise sous sa direction et sur celle de Peggy Hamon et leur équipe avec une efficacité et une belle vision pour l'avenir. Avec eux, la Cinémathèque est entrée dans une nouvelle ère. Elle tient déjà compte des changements profonds de notre société et elle peut faire mieux. J'ai pleinement confiance à l'importance des discussions de membres, des discussions menées dans votre commission. Elle permet de porter un nouveau regard sur le cinéma et faire évoluer certaines pratiques et un état d'esprit insupportable. Nous sommes ici pour parler de la projection du dernier tango à Paris dans le cadre de la rétrospective consacrée à Marlon Brando pour le 100e anniversaire de sa naissance. Elle a suscité un nombre considérable de réactions. Notre volonté était loin de la provocation. Elle était de présenter une œuvre importante avec un acteur légendaire pour l'anniversaire des 100 ans de sa naissance. Le témoignage de Marie Schneider est devenu une clé de lecture du film. Le film aurait dû faire l'objet d'une présentation des séances très détaillée et approfondie. Car ce film est une conséquence grave et indiscutablement sur la vie de Maria Schneider. Et la scène incriminée est indubitablement d'une grande violence. Nous regrettons alors que la scène était bien évoquée dans l'article de présentation de la rétrospective, nous n'avons pas accompagné ce film. Je prends ma responsabilité dans ce refus. Je regrette profondément que nous ayons pas prévu d'accompagner la présentation du film avec une spécialiste extérieure de la Cinémathèque aux côtés d'un spécialiste de la Cinémathèque. C'est une leçon pour l'avenir. Et je laisse la parole à Frédéric Bonon, directeur général de la Cinémathèque, pour parler du dernier tango et aussi parler de la Cinémathèque et ce qu'elle fait. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous présenter mes regrets de ne pas avoir pu être présent le 18 décembre dernier lors de votre première convocation. Des raisons de santé m'ont empêché de l'honorer. Le sujet que porte votre commission est un sujet que je prends très au sérieux et je répondrai volontiers à toutes vos questions. Je souhaite en premier lieu revenir sur la mission de la Cinémathèque française que je dirige depuis 9 ans, avec le soutien précieux du conseil d'administration.
Créée par Henri Langlois en 1936, la Cinémathèque française est une association loi 1901 de droit privé à but non lucratif, reconnue comme opérateur de l'État et qui a pour but de constituer des collections, de les sauvegarder pour prévenir leur disparition physique, puis de les montrer au public à des fins pédagogiques, esthétiques et scientifiques. Ces statuts précisent bien sa mission, je cite. Elle a pour mission d'assurer, dans l'intérêt de l'art et de l'histoire, la constitution en France des archives et du musée de la cinématographie et leur utilisation la plus complète. Elle collecte également des objets et des documents sur l'histoire du cinéma, comme par exemple des scénarios, affiches, costumes ou dessins. Parmi ces activités, la Cinémathèque française organise entre 1500 et 2000 projections de films par an et plus de 50 rétrospectives. Des conférences et des rencontres portant sur l'histoire du cinéma et ses enjeux esthétiques. Elle organise 2 expositions temporaires chaque année, cette année Agnès Varda, en début d'année, puis James Cameron. Elle a ouvert en 2020 un musée Méliès qui constitue son musée permanent à côté de ses expositions temporaires. La Cinémathèque est aussi un lieu d'initiation au cinéma et propose des activités éducatives en direction du jeune public comme des enseignants, des projections, des ateliers, des visites guidées. La Cinémathèque est une institution unique qui est devenue au fil des ans l'une des archives les plus respectées dans le monde. En 2024, la Cinémathèque a enregistré 440 000 entrées. Entre ses salles de projection et d'exposition, l'accueil des chercheurs, sa bibliothèque et ses ateliers éducatifs. Nous pouvons être fiers, je pense, d'avoir une telle institution en France et qu'elle soit aussi bien soutenue par l'État via le ministère de la Culture et le CNC. Son rôle est indispensable et nous mesurons pleinement la responsabilité qui est la nôtre dans la conservation et la transmission de l'art cinématographique. Je précise que nous ne tournons pas de films. Nous les conservons et nous les montrons en bonne intelligence avec nos tutelles et les autres cinémathèques. Notre mission fondamentale est de continuer à montrer tous les films de l'histoire et de l'art cinématographique, mais aussi de les accompagner et de les contextualiser. Dans l'exercice de cette mission, nous sommes tributaires de l'histoire du cinéma, marquée par la domination masculine. Malgré cet état de fait qu'évidemment nous déplorons, nous valorisons dans la programmation la création féminine au travers de cinéastes, de comédiennes, de productrices et de scénaristes. C'est ainsi que cette année, nous avons par exemple prévu une rétrospective consacrée à Annette Vadement, une scénariste de grand talent, en particulier du cinéaste Max Ophuls, insuffisamment reconnue du public. Les cinéastes femmes représentent aujourd'hui près de 20% de la programmation de la Cinémathèque. C'est insuffisant, certes, mais cela reflète la réalité du passé, la réalité de l'histoire du cinéma. Heureusement, les choses changent. L'augmentation du nombre de réalisatrices depuis les 40 dernières années se voit de plus en plus dans la programmation, notamment à travers un programme intitulé « Aujourd'hui le cinéma », un rendez-vous hebdomadaire consacré aux jeunes cinéastes où la parité est enfin respectée. Les choses évoluent dans le bon sens, même si on peut regretter qu'elles ne progressent pas assez vite. Avant d'en venir à la polémique qui a entouré la programmation du dernier tango à Paris en décembre dernier, j'aimerais vous présenter rapidement la programmation annuelle de la Cinémathèque, car elle est loin de se réduire à cet épisode. Comme je vous le disais, nous projetons 1500 films par an et 2000 avant la crise sanitaire. En 2024, par exemple, nous avons eu une programmation d'une très grande richesse. Des cinéastes comme par exemple James Cameron, Marguerite Duras, Judith Elec, Sophie Filière, Abel Gans, Daniel Huillet, Claude Lelouch, Marcel Pagnol, Nancy Savoca et une très belle rétrospective Agnès Varda, accompagnée d'une grande exposition qui a réuni 60 000 visiteurs avant d'itinérer à travers le monde. Des acteurs et des actrices comme Mae West ou encore Demi Moore, à laquelle nous avons consacré il y a peu une journée spéciale. Des focus thématiques sur certaines tendances cinématographiques, comme une semaine dédiée aux travestis au cinéma d'horreur ou encore à la comédie romantique. La programmation de la Cinémathèque est l'un des axes essentiels de notre mission. Nous veillons à ce qu'elle soit la plus diversifiée et la plus attractive possible et qu'elle permette à chacun
pour très peu d'argent, d'avoir accès à l'histoire du cinéma. Cette programmation est élaborée par un comité de programmation collégiale composé de 16 personnes, 9 femmes et 7 hommes, qui se réunit 12 fois par an pour établir les programmes trimestriels. Un point essentiel pour bien comprendre notre fonctionnement et pour commencer à vous répondre, Madame la Présidente, les programmes sont arrêtés 6 mois à l'avance et ne sont donc pas choisis ou repoussés, écartés en fonction de l'actualité. Nous ne choisissons pas ce qui doit être ou ne pas être montré en restant évidemment dans le cadre légal. J'irai même plus loin, le cœur de notre mission, c'est de tout montrer, de continuer à projeter tous les films de l'histoire du cinéma. Pour un musée, toutes les œuvres artistiques doivent être proposées, mais c'est aussi notre mission de les accompagner le mieux possible. C'est le comité de programmation qui choisit le type de médiation culturelle, le format de l'accompagnement d'un film, une présentation avant la séance, un dialogue qui fait suite à la séance, une conférence, et le choix d'un intervenant ou d'une intervenante en fonction de son expertise pour répondre aux attentes d'un public exigeant et connaisseur. Environ 30% de nos séances sont présentées par des intervenants ou des intervenantes. J'insiste sur ce point, on aura l'occasion d'en reparler. Sur 1500 séances par an, faire venir pour un film sur 3 quelqu'un pour en parler est un effort assez gigantesque et qui va encore se développer. Je regrette que depuis 5 semaines maintenant, on ne parle de la Cinémathèque qu'à travers la polémique du dernier tango à Paris, que nous avions programmé à l'occasion des 100 ans de la naissance de Marlon Brando. Je reconnais que nous avons mal apprécié la situation et que nous avons manqué de vigilance et de discernement. Nous aurions dû faire différemment et nous ferons différemment à l'avenir, ce qui aurait évité une annulation de séance, un désordre. Or, la Cinémathèque n'est pas là pour créer du désordre. Au vu de la vivacité des réactions et devant l'impossibilité d'envisager une séance sereine, nous avons pris la décision, avec Costa Gavras, de le déprogrammer. Pour tirer les enseignements de cet épisode mouvementé, nous avons réuni notre conseil d'administration le 7 janvier et avons pris un certain nombre de décisions pour l'avenir. Voici 2 engagements validés par le conseil d'administration du 7 janvier. Le premier rappelle que la mission même de la Cinémathèque, et cela depuis son origine, consiste à la fois à conserver et à montrer au public tous les films de l'histoire du cinéma. Le deuxième sera de tenir compte davantage, lors de la présentation de certains films, de l'éclairage rétrospectif que projette sur ces œuvres l'écoulement du temps, l'évolution de la société et le respect dû aux victimes. Par ailleurs, il a été décidé que le rôle et l'exigence du comité de programmation seraient renforcés. Lors de la réunion qui s'est tenue ce lundi, sur le programme de l'été prochain, nous avons redit que nous devions collectivement être plus attentifs à nos choix programmatiques et aux accompagnements qui en découlent. J'en ai quasiment fini. Pour finir, j'aimerais dire un mot personnel sur le dernier tango à Paris. Je n'aime pas beaucoup ce film, je l'ai même écrit il y a 30 ans dans le journal Libération lors d'un de ses passages à la télévision sur la chaîne Arte. Le réalisateur, que par souci de faux réalisme, en usant de manipulation pour filmer la surprise non jouée de Maria Schneider, lui a fait subir contre son gré une situation d'une extrême violence. Sa confiance a été trahie et son dégoût comme sa colère sont parfaitement compréhensibles. Elle n'a jamais pardonné cette scène à Bernardo Bertolucci, qui n'aurait pas dû infliger cela à cette jeune femme de 19 ans. Au-delà de cette violence, le réalisateur a nié son talent et son travail d'actrice. Elle était parfaitement capable, et toute sa performance dans le film le prouve, de jouer cette scène, de l'interpréter. Et c'est ce que l'on peut regretter, et c'est ce qui doit changer. C'est ce que j'aurais dit lors de ma présentation du film si j'avais pu la faire et si cette séance avait eu lieu. J'aurais ajouté néanmoins que le film appartient à l'histoire du cinéma parce qu'il a su capturer un morceau de passé, un morceau de l'ère du temps et de l'évolution de la société.
J'aurais conclu mon propos, et je conclus mon propos, sur une note un tout petit peu plus optimiste, en disant que Maria Schneider a tourné un authentique chef-d'œuvre juste après Le Dernier Tango à Paris. Ce film s'intitule Profession reporter. Il est signé Michelangelo Antonioni. Elle y a pour partenaire Jack Nicholson. C'est un film adoré des cinéastes et des cinéphiles du monde entier. Et je pense que c'est aussi pour son rôle et sa performance sublime dans Profession reporter que Maria Schneider fait partie de l'histoire du cinéma. Merci Monsieur Bonneau. Monsieur Roger, Madame Manon, vous voulez rajouter quelque chose à ce stade? Très bien. Merci pour vos propos liminaires, dont on a entendu qu'il y avait une part de regret dans ce qui s'était passé autour du dernier tango à Paris. Je vais commencer mes questions par vous, Monsieur Costa-Gavras. Vous êtes président de la Cinémathèque française depuis 2007. Vous l'avez même été une première fois entre 1982 et 1987. Vous avez donc vu la Cinémathèque se déployer sous différentes époques. Que pensez-vous de ces situations de crise qui ont, de manière, si ce n'est récurrente, du moins multiple, parfois terni son image depuis 2017, à chaque fois autour de la programmation de films dont les cinéastes sont accusés de violences sexistes et sexuelles? Je pense à Roman Polanski, Jean-Claude Brissot, Benoît Jacot et aujourd'hui Bernardo Bertolucci. Que pensez-vous de ces épisodes-là? Quelle est votre analyse de cela? Pardon, je connus la Cinémathèque bien avant. J'ai connu une grande crise de la Cinémathèque, et pour laquelle Jacques Lang, à l'époque, en 1982, m'avait demandé de prendre la Cinémathèque pour la sauver, parce que l'État l'ayant abandonnée et se trouvait dans une situation lamentable. J'ai accepté, j'ai changé les statuts, j'ai changé le directeur général, et la Cinémathèque a été mise repris sa place que devait avoir. On avait même essayé d'avoir un nouveau lieu à l'époque, le Palais de Tokyo. On l'avait obtenu par M. Mitterrand. Mais malheureusement, je suis parti de la présidence parce que je pensais que tout avait été fait. Et je suis... Pardon. Et je suis j'ai appris par la suite que les problèmes du Conseil intérieur du Conseil de l'administration et aussi les changements politiques ont fait que ce lieu-là n'a pas été donné à la Cinémathèque finalement. Alors, voilà. Des années plus tard, M. Toubiana m'a appelé en me demandant, je pense de la part du Conseil, si je pouvais revenir. Claude Berry, le président, avait déjà obtenu un autre lieu grâce à M. Chirac. C'était là où nous sommes actuellement. Et j'ai trouvé une Cinémathèque changée profondément, avec le personnel qui avait doublé, avec un nouveau directeur général qui était M. Toubiana, qui a fait un travail formidable devant une nouvelle situation très compliquée pour lui. Certaines arrivées, comme la bibliothèque par exemple, n'avaient pas le même statut que le reste. Ça a été des problèmes énormes. Finalement, tous ces problèmes ont été élus. Et plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Toubiana ayant parti, il a fallu un nouveau directeur général. Voilà. Et nous avons choisi, tous ensemble, Frédéric. Moi, je l'appelle Frédéric, il m'appelle Costa, donc il y a une sorte de familiarité. Excusez-moi, c'est là. Alors, qu'est-ce que je pense de cette situation? Je pense que c'est inacceptable. D'abord que l'autorité que nous donne notre métier, qui est une grande autorité, parce qu'un metteur en scène, à partir du moment où il fait un film, c'est un peu le roi. C'est tout ce qu'il fait est accepté immédiatement. Voilà. Et aussi par les acteurs, et beaucoup d'acteurs et actrices font faire tout pour avoir le rôle. Voilà. Donc, si l'homme n'a pas une attitude personnelle, ou plutôt une philosophie personnelle très solide, bah, il peut faire des choses, il peut se laisser dans des situations de faire des choses inacceptables pour la société. Voilà. Et ça arrive souvent, à mon avis. Peut-être pas aussi souvent qu'on donne l'impression actuellement d'être. On donne l'impression que le cinéma, vraiment, c'est un endroit où tout le monde fait n'importe quoi. Et notamment passez-moi les mots, peut avoir n'importe quelle dame qu'il a envie d'avoir. Non, ça n'est pas ça du tout. Ça se passe quand même beaucoup mieux que cela. Mais, ceci dit, il est important que votre commission fasse tout ce qu'elle peut pour trouver des solutions et peut-être une loi plus tard pour que cela puisse être puni sérieusement
et que le cinéma prenne l'habitude et qu'il fasse le travail qu'il fait depuis sa naissance, c'est-à-dire, moi je le crois profondément, le cinéma a changé le monde. A changé le monde parce qu'on a pu se voir ce qui se passe ailleurs. On a pu voir et découvrir les sentiments d'autres peuples, etc., etc., vous le savez très bien. Donc le cinéma a un rôle important, donc il faut qu'il soit autant que possible exemplaire. Voilà. Et votre commission peut arriver à ces résultats-là. Ça ne va pas être facile, parce que les habitudes sont prises, le pouvoir est quelque chose qui ne se lâche pas facilement, mais je pense que vous pouvez réussir. Voilà mon sentiment d'une manière générale. Nous entendons cette phrase, le pouvoir ne se lâche pas facilement. Je reviens sur les épisodes et après je passerai la parole au rapporteur sur ce qu'on a appelé l'affaire Polanski en 2017, sur l'annulation de la rétrospective de Jean-Claude Brissot, sur 2 films de Benoît Jacot de 2024, en 2024. Et là, cette dernière projection du Dernier Tango à Paris, c'est autant de moments qui ont été des moments de tension, et de tension pas avec n'importe qui, c'est-à-dire avec les mouvements féministes qui vous reprochaient la programmation de ces œuvres. Monsieur Bonneau, pourriez-vous nous dire dans quelles conditions et comment vous avez géré ces crises successives ? Vous savez, Madame la Présidente, nous n'en faisons pas mystère, et c'est pour ça que nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes sur une voie étroite et sur une ligne de crête qui est difficile. C'est-à-dire que d'un côté, il y a nos statuts, d'un côté, il y a nos missions, d'un côté, il y a l'importance artistique des gens que vous venez de citer, et donc notre devoir, d'un certain point de vue, de les montrer. Et de l'autre, effectivement, il y a les faits dont cette commission s'occupe et l'évolution de la société. Nous, on doit passer entre ces portes qui parfois peuvent être assez serrées. Je vais vous répondre très précisément. Dans le cas de la rétrospective Roman Polanski de 2017, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Roman Polanski vient presque d'être au sommet de sa carrière. Il a reçu pour Le Pianiste, quelques années avant, la Palme d'Or au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film de l'année. Pas l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur film de l'année. C'est dire s'il est un peu au firmament quand même du cinéma. Quand il présente son film en 2017 au Festival de Cannes, il n'y a aucun problème. Rien ne se passe. L'affaire Weinstein éclate, tout d'un coup, absolument. Tout d'un coup, on rappelle ses antécédents. Le problème, c'est que nous avons déjà choisi de faire cette rétrospective et de l'inviter. Ce n'était nullement une provocation. Roman Polanski, quelques années plus tard, je me permets également de vous le rappeler, a fait un film sur l'affaire Dreyfus qui a beaucoup fait parler de lui au moment des Césars avec l'intervention d'Adèle Haenel, mais qui, avant les Césars, a fait plus d'1 million d'entrées en salle et a été produit par une société aussi respectable que la Gaumont. Donc Roman Polanski, est-ce que les films de Roman Polanski ont leur place à la Cinémathèque française en 2017 ? Oui. Que ça suscite une émotion, eh bien c'est dans cette contradiction que nous nous trouvons. Si votre question pour l'avenir, est-ce que nous ferons une autre rétrospective Roman Polanski ces prochaines années ? Bien sûr que non, puisque nous ne sommes absolument pas dans la provocation et que contrairement à l'époque, c'est un cinéaste qui n'est plus du tout en pleine activité pour plein de raisons. En revanche, Madame la Présidente, si vous me demandez, ou à Costa Gavras, est-ce que dans 20 ou 30 ans, à la Cinémathèque française, mais aussi sur les chaînes de télévision, nous ne sommes pas les seuls diffuseurs de films de patrimoine. Une chaîne comme Arte passe sans arrêt des films de patrimoine. D'autres chaînes de télévision passent sans arrêt des films de patrimoine. Donc est-ce qu'on pourra rayer d'un trait de plume les films de Roman Polanski comme Chinatown, Le Bal des Vampires, Rosemary's Baby ou Ghostwriter qui dénoncent la manipulation lors de la guerre du Golfe en s'en prenant à Bush et à Tony Blair? Je pense que la réponse est non. Ces films seront de toute façon continuer à être montrés, que ça soit à la Cinémathèque ou ailleurs. Voilà ce que je peux vous répondre de la façon la plus précise et également la plus honnête sur Roman Polanski. Sur Jean-Claude Brissot, si vous permettez que je vous réponde, c'est un autre problème. Il y avait eu une accusation
il y avait eu procès, et pour employer l'expression adéquate, qui est toujours un peu sévère pour les citoyens que nous sommes, mais la justice était passée. La justice était passée, une décision de justice avait été prise, et à partir de là, ne pas montrer les films de Jean-Claude Brissot, qui eux aussi seront fatalement montrés dans le futur, ne pas montrer ces films était, je finis juste, était illogique, et donc nous avons renoncé, tout simplement parce que ça créait trop de difficultés et c'était à nouveau perçu comme une provocation. Merci. Je voudrais quand même préciser une chose, c'est que pour le dernier tango à Paris, la demande n'était pas de l'annulation, la demande était de la mise en contexte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et par ailleurs, il y a à la fois la programmation de la Cinémathèque et il y a aussi les tribunes que vous pouvez signer à titre personnel de soutien. Parce que quand vous dites que la justice ne passe pas, en l'occurrence pour Roman Polanski, elle n'a jamais pu passer. La justice américaine n'a jamais pu passer. Effectivement, je ne peux que vous donner raison sur ce point. Pour ce que j'en connais, je ne suis ni un spécialiste ni l'avocat de Roman Polanski. Roman Polanski vit en France, me semble-t-il, juste pour terminer, depuis le milieu des années 70. Il a effectivement fui la justice américaine. Que je sache, en France, il n'a pas eu de problème avec la justice depuis cette date. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Costa-Gavras, vous venez de dire que le cinéma a changé le monde. Et je pense, comme vous, que le cinéma a changé le monde et le cinéma peut aussi encore changer le monde. Et ça lui donne une responsabilité énorme. On a aujourd'hui un certain nombre de films que certains disent abîmés, que parfois je trouve abîmants, mais qui doivent être replacés dans un contexte. La question du contexte me semble extrêmement importante. La question aussi de la controverse me semble importante. La controverse, c'est ce qui nourrit la création des idées, il me semble. Vous avez un mot qui revient, quand je dis vous, c'est la Cinémathèque. J'avais commencé à vous citer M. Costa-Gavras, mais la question est générale. Vous employez le mot logique de la rétrospective, c'est-à-dire faire la rétrospective d'un artiste. Et je pense que c'est normal et je pense que c'est votre rôle. Ce qui dit rétrospectif, il a un adjectif, c'est ce qui est rétrospectif. Et la rétrospective, c'est le sentiment que l'on a d'un fait passé. Et je pense qu'il est important que vous travaillez ce sujet et que la Cinémathèque, si elle est un musée, il fait de la muséographie et donc il met en contexte les choses et donc il a un caractère pédagogique pour accompagner la société. Et j'avoue que je trouve une contradiction entre ce que vous venez de nous dire, Monsieur Bonneau, de façon très claire, très précise, avec les verbatims d'un certain nombre de interviews que nous avons lues sur ces sujets. Et j'ai du mal à comprendre votre refus de faire rentrer la société dans la Cinémathèque. C'est une vraie question. Et c'est une question, et il faut qu'on en parle. Ça fait partie de la controverse et je pense que ça pourra peut-être nous faire avancer collectivement. Qui souhaite répondre? Monsieur Costa-Gavras? Oui, volontiers. Il faut préciser ce que veut dire faire entrer la société dans la Cinémathèque. C'est comme si on disait demain faire entrer la société au Louvre ou dans d'autres musées. C'est-à-dire ça se présenterait comment? Voilà. Dans votre esprit. Parce que nous, on fait d'abord entrer les spectateurs. Comme le disait Frédéric, nous faisons aussi très souvent 20%, pour 20% des films à peu près, une intervention extérieure et intérieure ou les deux à la fois. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Voilà. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous pourriez éteindre votre micro, Monsieur Gavras? Ah, pardon, oui. Oui, alors, votre comparaison avec le Louvre me fait plaisir. J'y étais étudiant à l'école du Louvre. C'est justement tout le sujet de la muséographie, de l'historiographie. En faisant rentrer des spectateurs dans un musée, on fait rentrer naturellement la société dans le musée. La preuve, regardez ce qui peut se passer comme fait
par exemple, de détérioration ou d'attaque sur des œuvres par des personnes qui ont un message à faire passer, c'est la société qui rentre dans le musée. Et donc le musée doit naturellement prendre un certain nombre de précautions, sur la bonne tenue pour vous des séances, mais aussi précautions sur l'accompagnement des faits relatés dans un film. Et je vous le redis, la remise en contexte, c'est ce que font les historiens, c'est ce que font les historiens d'art. Et c'est important, Et je crois que vous le faites souvent. Là, vous avez admis un raté. Bon, on peut prendre acte. Hein. C'est important aussi de prendre acte. Mais le sujet de votre réticence, parce que je reprends juste, hein, je le reprends, c'est une interview, donc je peux la reprendre. Hein. Au risque de déplaire, le changement de paradigme de la Cinémathèque française ne passera pas par moi. C'est M. Frédéric Bonneau qui parlait. Je veux bien être celui qui fait une exposition sur Louis de Funès, mais je ne resterai pas dans l'histoire de cette maison comme celui qui a fait entrer tous les délires sociétaux. Voilà. Je veux bien avoir une explication sur ce sujet qui me semble en contradiction avec vos missions. Le délire sociétaux s'ajoutant à un autre terme que vous avez utilisé qui était demi-folle, je crois. Je me permets de le souligner en même temps. Je peux répondre sans aucun... Est-ce que mon micro marche? Oui. Je peux répondre sans aucun problème aux deux questions, mais société demi-folle, vous voyez bien que ça n'a pas la même qualité. Sur les délires sociétaux, je vous propose délires de vous expliquer Alors, sur cette... je réponds d'abord à monsieur le rapporteur, si vous permettez. L'exemple que vous prenez est un exemple qui serre le cœur de l'historien d'art que je suis aussi, puisque c'est ma formation, à l'université de Tolbiac, Paris 1, pas à l'école du Louvre. Mais en tout cas, quelqu'un qui s'attaque à l'urinoir de Marcel Duchamp dans un musée, vous admettrez que c'est vraiment la pire intervention physique de la société dans un musée. Donc je pense que nous allons écarter cette question, puisque ce n'est pas de ça exactement dont nous parlons. D'abord, effectivement, je ne peux que me répéter, le dernier tango à Paris, est-ce que vous m'accordez de vous lire 10 lignes? 10 lignes. Merci beaucoup. Je vous lis sous la plume de Arthur Serf, qui est un spécialiste de Marlon Brando, un très court extrait du texte qui était publié dans notre programme trimestriel, qui est tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et mis sur Internet, évidemment, mis en ligne. Voilà ce qu'Arthur Serf écrit sur le film, ce qui vaut donc position de la Cinémathèque française. Marlon Brando est arrivé comme une comète. En une décennie et une poignée de films, il a redéfini l'homme au cinéma et ouvert la voie à une nouvelle conception des normes. Il a donné à voir une masculinité puissante et tourmentée, symbolisant l'homme en lutte contre lui-même, contre la société, contre les conventions. Il est aussi l'homme d'un scandale, le tournage de la scène de viol du dernier tango à Paris, dont l'actrice Maria Schneider n'avait pas été avertie et dont elle ne s'est jamais remise. Dans sa vie privée, l'acteur a semé la mort et la désolation. La représentation de la masculinité incarnée par Marlon Brando mérite d'être questionnée aujourd'hui tant elle semble dépassée, en décalage avec l'époque. De nouveaux modèles émergent et mettent en avant l'expression des émotions, l'empathie, la déconstruction de la figure de l'homme au bord de la violence. Voilà ce qu'écrit Arthur Serf. Évidemment, ce texte, nous l'avons... Pardon ? Ah ben la date, c'est le programme, donc il a dû écrire ça il y a quelques mois, le temps que le programme soit fait, fabriqué, mis en page, etc. Nous sommes en janvier, hein, c'est un programme qui a commencé en novembre. On a dû lui demander ce texte pour septembre, pour le mois de septembre, si vous voulez. Donc voilà la parole de la Cinémathèque française sur Marlon Brando. Est-ce que cette parole aurait dû s'accompagner d'une présentation de séance par Arthur Serf, par exemple, comme c'est souvent le cas? On prend la personne qui a écrit le texte, pour présenter une séance, par Jean-François Roger, par Muriel Joudet, par un ou une spécialiste de Marlon Brando ou du cinéma italien de l'époque, puisque Bernardo Bertolucci, encore une fois, nous ne pouvons reconnaître qu'un raté,
qu'une erreur. Encore une fois, nous faisons 1600 séances dans l'année, c'est énorme. Nous avons 3 salles de cinéma, nous nous sommes trompés. Cette séance aurait dû être accompagnée. Je ne peux que le répéter. Sur la question que vous posez, monsieur le rapporteur, elle est passionnante, puisque c'est le rapport entre l'art et la société. J'ai envie de vous répondre que nous le faisons, quand on ne se loupe pas, tout naturellement. Je vous donne un exemple très court. Nous avons fait un petit festival de films restaurés il y a quelques semaines, des restaurations récentes. Je suis allé présenter en tant que directeur de la Cinémathèque cette fameuse présentation de séance. On parle quoi ? 10 minutes, un quart d'heure, hein, il ne s'agit pas de parler beaucoup plus avant un film. Un film de Brian De Palma qui s'appelle Body Double. C'est une variation sur l'œuvre d'Alfred Hitchcock. En peinture, on dirait que Brian De Palma est un maniériste, si vous voulez. Or, dans ce film, il y a une toute jeune comédienne qui s'appelle Mélanie Griffiths. Elle est la fille de qui ? Tippi Hedren, c'est-à-dire l'actrice que Alfred Hitchcock a harcelée sexuellement sur 2 films, Marnie et Les Oiseaux. Pensez-vous que j'ai caché ça une seconde au public? C'est la première chose, évidemment, que je leur ai dite. C'est-à-dire qu'une bonne présentation, pour vous répondre, monsieur le rapporteur, elle fait tout à la fois. Elle fait la société, elle fait l'histoire, elle dit ce qu'elle est arrivée aux individus, et elle parle d'un moment esthétique, c'est-à-dire Brian De Palma, cinéaste maniériste. Vous voyez, ça c'est une présentation. Pardon de mon manque de modestie sur cette présentation. C'est pas à moi de la trouver bonne. Mais en tout cas, idéalement, c'est ce que doit être une présentation. C'est-à-dire tout prendre à la fois. Pour vous répondre. Je suis d'accord avec vous, à une condition, c'est qu'on ne parle pas de ce qui sont des évolutions sociales fondamentales comme des délires sociétaux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on qualifie correctement ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer et qui secoue le cinéma, et je vous ai entendu, monsieur Costa-Gavras, parler d'Adèle Haenel, par exemple, sur Mediapart, c'est véritablement un mouvement de fond, une lutte sociale, un combat social, multicentenaire, peut-être même millénaire, un des plus anciens, qui s'appelle la lutte contre le patriarcat. Et en fait, ça n'est pas des délires sociétaux. Dans votre présentation liminaire, monsieur Bonneau, vous avez parlé d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Ça n'est pas un fait divers auquel on répond. C'est un mouvement qui s'installe depuis 2016 et depuis l'affaire Weinstein et qui profondément modifie les rapports de genre, qui profondément modifie aussi la représentation de ces rapports de genre au cinéma. Madame Legrain. Merci, Madame la Présidente. Il y a une première question là qui commence à être travaillée, qui est celle du sens que vous donnez à la question des violences sexuelles dans la société, faits de société, délires sociétaux. Bon, c'est vrai, quand on entend délires sociétaux et demi-folles, sur lesquels vous n'avez pas réagi d'ailleurs, on a du mal à se dire que vous avez de la considération pour ces mouvements qui sont en cours et de la considération sur leurs valeurs politiques. Et monsieur Costa-Gavras, je suis une grande admiratrice d'un grand nombre de vos films et je sais l'importance qu'a le politique. Et je ne pense pas que vous soyez quelqu'un, et bon, c'est des débats esthétiques sans fin, mais qui refuserait de dire que le cinéma est politique, que la politique nourrit le cinéma, etc. Donc la première, il y a une question qui est... y compris en tant que programmateur, en tant qu'esthète, quelle est la valeur politique que vous accordez à un mouvement de société? Quelle valeur vous lui accorderiez dans le cadre du cinéma? Et puisque vous dites que votre geste de programmation, c'est de montrer toutes les œuvres, où est le programme qui dit le cinéma est en train, effectivement, de vivre ce que vous avez mentionné, un grand changement? Où est la programmation des cinéastes qui sont en train de mener aujourd'hui la question du MeToo, y compris au sein du cinéma? Ça, c'est une première question. Mais moi, je ne veux pas occulter une deuxième question autour de ce qui se passe sur le tango à Paris, mais ce qui se passe aussi sur Brissot, Jacot. C'est la question des liens inextricables entre la violence et la fabrique du cinéma. Et puisque votre travail est de montrer des films et de parler de fabrique du cinéma, ce qui s'est passé pour Maya Schneider sur ce plateau, on n'est pas en train de parler d'un homme qui, indépendamment de ses œuvres, est accusé de violences sexuelles. Tous ceux dont on vous parle sont des gens dont on interroge l'œuvre en ce qu'elle est le lieu pour eux de perpétuation de violence et le lieu de glorification de ces violences et le lieu qui fait de notre regard sur ces films des regards qui valident la violence. Et il me semble que le rôle d'un musée, puisque vous vous caractérisez comme un musée, c'est précisément cela. Vous dites que les musées montrent toutes les œuvres. Non, c'est pas vrai. Ils en ont des tonnes en réserve. Et quand ils ne sont pas capables de les accompagner, d'avoir un discours éditorial, une programmation autour de telle ou telle œuvre, elles restent dans les réserves. Puis un jour, ils font des expositions.
Et avec ces expositions, ils nous disent, et je sais que vous avez été capable, par exemple, de le faire pour Naissance d'une nation, que là, il y a eu une contextualisation sur la dimension raciste du film. Comment avez-vous pu, concrètement, après toutes ces polémiques successives toutes ces dernières années, après même le texte dont vous nous dites qu'il avait été écrit dans le programme, bon, je doute, voilà, il est. Donc je doute que toutes les personnes qui viennent voir le film aient lu le programme, qu'ils le voient. Mais en tout cas, parce que c'est le programme imprimé, c'est pas ce qu'il y a sur le site, il me semble. C'est pas ce qui est accessible quand on clique sur le film. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est... Je nie pas que ça existe. Je dis juste que, puisque ce texte a eu lieu, à quel moment c'était pas pensé que derrière, à côté du film, il fallait qu'il y ait cette question de la contextualisation et cette question de la fabrique du film. Et quand vous avez ponctuellement, si j'ai bien compris, avant d'annuler, pour des raisons d'ordre public, pas pour des raisons de « j'ai mal compris ce que me demande la société », pour des raisons d'ordre public, avant d'annuler, vous avez proposé que ce soit contextualisé. Par vous, il me semble, monsieur Jean-François Roger, qui êtes programmateur depuis 35 ans à la Cinémathèque, donc 32, donc vous connaissez votre métier, vous connaissez les polémiques aussi autour de ces films, et vous avez récemment dit, est-ce qu'on peut faire du cinéma sans violer ? Et moi, j'aimerais, voilà, c'est tout ça que j'aimerais entendre. C'est, en fait, au fond, est-ce qu'il n'y a pas pire dans ce que vous faites là ? C'est pas seulement de ne pas avoir vu qu'il y avait une polémique, c'est de, quelque part, continuer à accréditer, au moment où vous avez autant de femmes dans le monde du cinéma qui disent il y a des choses, il y a une façon d'intriquer la violence et la fabrique du cinéma qui n'est plus possible, et vous continuez à dire en réalité et à banaliser la nature d'un viol en disant bah, quand on fait un film, on viole. Et vous venez de le faire. Je dis juste, est-ce que vous pourriez revenir sur la phrase où vous dites Maria Schneider, il a eu tort de ne pas lui demander parce qu'elle en était capable. Et bien moi je crois que le cœur de la question, c'est de savoir si elle voulait. Et cette question du consentement en fait des femmes et des actrices dans ce que leur fait faire le cinéma et le réalisateur, elle me semble centrale dans la réflexion que vous auriez dû avoir autour de ce film et que visiblement, vous n'êtes pas en train de mener ici même non plus. Merci Sarah pour cette longue question. Est-ce qu'on peut répondre ? Oui, mais ça fait partie... Alors, permettez que j'attribue les paroles, merci. Donc, qui souhaite répondre ? Monsieur Roger. Je souhaite répondre en repartant de ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, autour de l'idée de rétrospective. C'est-à-dire que l'objet de la Cinémathèque française, c'est l'histoire du cinéma. Et l'histoire du cinéma, comme l'histoire de l'art, c'est pas simplement une addition d'œuvres, une addition de chefs-d'œuvre, etc. Ce sont des déterminations économiques, sociales, toutes sortes de déterminations qui font que les œuvres sont ce qu'elles sont. Et c'est aussi le cinéma, c'est aussi un lieu de pouvoir. Et qui dit pouvoir dit abus de pouvoir. Et donc, s'il y a une part maudite dans l'histoire du cinéma, qui est que nous avons, nous, à la Cinémathèque, en héritage, et qui nous donne une grande responsabilité. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette part maudite, d'une certaine façon, elle a été mise en lumière par MeToo. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand MeToo est apparu, ce mouvement est apparu, a été mis en lumière les pratiques de prédation dans le cinéma, pas seulement, mais dans le cinéma, où s'installaient, depuis parfois des décennies, des systèmes de prédation. On se souvient des relations entre les producteurs et les actrices dans le cinéma hollywoodien classique, etc. Nous avons, depuis que cette affaire MeToo, depuis que le mouvement MeToo a explosé, les interventions à la Cinémathèque française en ont été touchées. Aujourd'hui, il n'y a pas un débat, une discussion avec un spécialiste du cinéma, parce que notre objet c'est le cinéma, ou avec les spectateurs, le public, où ça ne soit pas, lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est opportun, signalé. Aujourd'hui, MeToo est au centre de la plupart des discussions autour des films, avant, après, à la Cinémathèque. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose qui nous a touchés aussi et que nous avons intégré dans notre travail d'accompagnement. Parce que le mot-clé, en fait, c'est l'accompagnement. Il ne s'agit pas, pensons-nous, de ne plus projeter des films, mais il s'agit de les expliquer, de les contextualiser, etc. Maintenant, je voudrais juste revenir sur la phrase que j'ai prononcée dans une émission autour du dernier tango à Paris. C'est une émission à laquelle je tenais beaucoup avec une amie qui est Muriel Joudet, qui est critique de cinéma. On a décidé d'établir un dialogue autour de ce film, justement parce qu'il nous a semblé important de dire ce qu'était ce film. De dire ce qu'était ce film dans toutes ses composantes, c'est-à-dire sa signification politique, sa signification dans le contexte de sa sortie, sa fabrication, sa production, sa fabrication. Et puis arrive le moment où on va parler de cette scène qui à l'époque avait fait scandale et qui aujourd'hui refait scandale, mais pour des raisons diverses. Voilà.
Ma question, et je regrette de l'avoir formulée comme ça parce que visiblement elle n'a pas été bien interprétée. Donc c'est vraiment un regret profond de ma part. C'était de signaler que, surtout dans le cinéma de cette époque, énormément de cinéastes pensaient qu'il fallait voler quelque chose aux acteurs. Et évidemment, le mot viol est pris pour son sens symbolique, hein, c'est-à-dire voler, prendre, etc. Mais oui, d'ailleurs, Brando lui-même dira qu'il a été violé. Hein. Je le prends pour son sens symbolique. Et nous s'établit un dialogue entre Muriel Joudet et moi. Et évidemment, je réponds que non. C'est-à-dire on ne peut pas faire de bons films sans violer les actrices. C'est évidemment une question purement rhétorique. Et si vous suivez, enfin si vous continuez à regarder l'émission, vous verrez que la scène est absolument condamnée. Le comportement de Bertolucci est condamné. Que ce qui s'est passé sur le dernier tango à Paris, c'est un moment paroxystique et extrêmement violent de ce moment, de ce rapport, de cette pratique qu'avaient les cinéastes de voler quelque chose à leurs acteurs. Et je terminais notre conversation, débouchait sur le fait qu'on se félicitait du fait qu'aujourd'hui, les tournages sont mieux contrôlés et que le droit du travail est mieux appliqué. En tout cas, ça devient une préoccupation beaucoup plus importante aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Cela dit, ma phrase a été visiblement mal interprétée. Je le regrette, je n'ai voulu choquer personne, et encore une fois, sans doute aurais-je dû la formuler autrement. Monsieur Costa-Gavras. Pour répondre juste au début de votre question à propos de la politique et du cinéma, je pense que tous les films sont politiques. Le film le plus idiot, c'est politique parce que ça rend idiot. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Merci. Pardon ? Ne faisons pas de liste. Tous les films sont politiques, donc ils ont tous une dimension politique. Monsieur Bonneau, vous vouliez ajouter quelque chose ou pas? Non? Je croyais avoir... Oui. Je voulais ajouter quelque chose, parce qu'il y a eu beaucoup de questions à la fois de la part de Madame la députée. Juste un mot. Demi-folle, c'était dans un débat sur Mediapart où je discutais un peu vivement, comme discutent parfois les journalistes entre eux, puisque je venais cesser d'être journaliste, et j'étais moi-même l'animateur de ces débats sur Mediapart. Donc j'étais avec des gens que je connaissais bien. Je pense que ma parole a très largement dépassé ma pensée. Maintenant, il n'en reste pas moins, Madame la Présidente, il n'en reste pas moins, et je vous le dis sérieusement, que moi j'étais là, ce soir-là, à la Cinémathèque française, quand Roman Polanski est venu ouvrir sa rétrospective, et que j'ai eu peur pour lui, et que j'ai eu peur pour lui. Voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de me croire, mais je vous le dis, j'ai pas eu peur pour moi, j'ai eu peur pour lui. Je pense qu'à un moment, la polémique intellectuelle, les discussions sur les évolutions de la société, c'est une chose. La violence et la mise en danger, c'en est une autre. Si cette projection du dernier tango à Paris a été finalement annulée sans présentation et sans débat, puisque les deux étaient prévus, pourquoi ? Tout simplement parce que quelques jours avant, alors que je faisais un ciné-club sur les quais, qui est un film de 1954, d'Elia Kazan, donc Marlon Brando n'est accusé de rien, un spectateur qui m'a longuement interpellé pendant 10 minutes et je ne l'ai pas interrompu, je n'ai pas dit un mot, a failli se faire prendre à partie physiquement par d'autres spectateurs. C'est à ce moment-là, et je l'ai dit à Costa-Gavras, que j'ai compris que la projection prévue dimanche n'allait pas se passer dans des conditions sereines. Je ne veux pas que les gens se battent physiquement à la Cinémathèque française. Ils peuvent se battre à coups d'arguments, mais ils ne peuvent pas se battre physiquement. Sur le dernier tango, je répète un peu toujours la même chose. Nous avons écrit quelle était la position de la Cinémathèque. Nous avons, par inadvertance, fatigue et inattention, omis de prévoir une présentation. Maintenant, sur le fond, est-ce qu'il faut continuer à passer le dernier tango, parce que c'est un film qui existe, parce qu'il fait partie de l'histoire du cinéma, parce que Maria Schneider elle-même n'a jamais demandé, à ma connaissance, Madame la députée, si vous avez autre chose, donnez-moi les informations. À ma connaissance, Maria Schneider n'a jamais demandé à ce qu'on ne passe plus le film. Dans sa dernière intervention, quelques années avant sa mort, à la télévision, dans une émission de Mireille Dumas, elle commence son intervention en disant « Je ne me trouve pas mal du tout dans le film, surtout face à Marlon ».
et on voit bien ce qu'elle veut dire. C'est une actrice de 19 ans, c'est son premier rôle, elle est face à une icône du cinéma hollywoodien. Non, mais je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, je dis que oblitérer ce film, rayer de l'histoire du cinéma, ne me paraît pas une bonne idée. Je pense que nous partons sur de mauvaises bases de débat, puisqu'il ne s'agit pas d'oblitérer le film. La seule question, et je le rappelle, des mouvements féministes qui vous ont interpellé, était de le mettre en contexte. Voilà, c'était ça la demande. Et quand vous en appelez et quand vous craignez la violence, elle est sans doute aussi le résultat d'une espèce d'obstination de votre part à ne pas entendre. Parce qu'il a fallu monter le rapport de pression extrêmement loin, beaucoup trop loin, pour qu'il y ait un changement de votre positionnement vis-à-vis de ce film. Mais je vous propose qu'on passe la dernière question à monsieur le rapporteur là-dessus, et après on va passer à l'organisation de la Cinémathèque, si ça vous va. Monsieur le rapporteur. Bon, ça tombe bien, ma question sera un peu une question de transition. Le cinéma est un art populaire. C'est peut-être le plus populaire des arts actuels. Après, on peut se poser la question de sa définition comme un art. Je pense que c'est un art, mais comment on est venu à en faire le 7e art, c'est un beau sujet aussi, et je pense que j'ai des spécialistes bien plus spécialistes que moi sur cette question. Donc c'est un art populaire, et d'un autre côté, nos auditions nous ont montré que c'est un milieu extrêmement fermé. C'est-à-dire, c'est très très difficile d'en être un entrant, d'être quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'une formation qui ne serait pas les grandes formations, et d'arriver à faire des films. Donc ça met tout un tas de personnes en précarité. Et je vais rebondir sur... je fais ce propos liminaire avant de rebondir sur une de vos affirmations que vous venez d'avoir, qui est intéressante, sur le fait que vous dites que vous avez un public de connaisseurs. Et dans les différents... on a reçu des témoignages de gens qui ont travaillé à la médiathèque, ou qui travaillent à la médiathèque, ou qui côtoient la médiathèque, et j'ai senti qu'il y avait deux types de publics. Il y avait deux types de personnes. Il y avait des gens qui travaillaient sur les projets de médiation culturelle, ceux qui accueillent les lycées, les collèges, et ceux-là avaient un vrai malaise, un peu plus important que ceux qui sont, comme vous, Monsieur Roger, les critiques, les gens qui font l'analyse, l'histoire du cinéma. Et je me demande si votre manque de discernement que vous venez d'admettre autour de ce film n'est pas dû peut-être à cette dichotomie entre cinémathèque, lieu qui diffuse les films d'un art populaire, et en même temps un lieu extrêmement, ne le prenez pas mal surtout de ma part, un lieu extrêmement intellectuel. Ou peut-être c'est une question, on est là pour avancer, peut-être nourrit un certain entre-soi. Voilà ma question. Et ça permettra de faire la transition sur vos missions et comment vous fonctionnez, etc. Alors, il y avait monsieur Pouria Amir Chahi qui avait demandé la parole et à qui je n'ai pas donné la parole. Mes excuses, cher Pouria. Je te la laisse et vous répondrez aux deux questions si ça vous va. Mais vous êtes toute pardonnée, Madame la Présidente. Oui, merci pour vos propos. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée. Oui, j'ai bien pris acte, Monsieur Bonneau, je m'adresse à vous, des regrets que vous avez formulés tout à l'heure, mais je veux quand même revenir sur cette interpellation qui vous avait été faite autour de ces sorties concernant les demi-folles ou les délires sociétaux. Puisque vous avez fait part de regrets, je veux savoir si ce que vous avez écrit en 2017, vous le maintenez encore. C'est dans Libération, où, après avoir mis les vols conditionnels et parlé de traquenard, vous dites, je vous cite, « Ce sont les bigots de l'époque du tango qui ont rendu la vie de Schneider impossible, alors que son personnage de jeune femme guidée par sa seule pulsion, très loin d'être une victime, a représenté en son temps la liberté sexuelle et le bris des tabous à l'extrême fureur des ligues de bien-pensance. Là encore, l'ampleur de la falsification et du renversement des rôles est sidérante, comme si les plus sublimes figures féminines du cinéma, libres et fortes, devaient être revues en victimes obligées. La seule question, c'est que pensez-vous de ces propos aujourd'hui ? Alors, je suis très heureux que vous me posiez la question, parce que j'ai moi-même retrouvé ce droit de réponse, en fait, dans Libération,
qui date de 2017, qui est un droit de réponse adressé à une chronique de Daniel Schneiderman. Je ne retire pas un mot de ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que ces propos sont presque prémonitoires un peu à notre corps défendant, parce qu'on se serait bien passé de cette erreur et de cette polémique. Mais effectivement, et ça intéresse les historiens d'art, le dernier tango à Paris a pendant très longtemps été considéré comme un symbole de la liberté sexuelle. Je vous rappelle quand même de quoi parle le film en 2 mots. C'est l'histoire de 2 personnes qui, même sans savoir l'identité de chacune d'elles, décident d'avoir une relation amoureuse, sexuelle, sans rien savoir l'une de l'autre, et en se rencontrant anonymement dans un grand appartement parisien. Voilà le film. C'est-à-dire que le film, quand on parle de société, justement, est un défi, un peu sous l'ombre de Georges Bataille, si vous voulez, lancé à la société. Et effectivement, je m'étonnais de ce retournement, et nous y sommes en plein, c'est-à-dire comment un film qui a été le symbole de l'après-1968, de la libération des mœurs, est devenu aujourd'hui le symbole de toute autre chose. Il est aussi possible, et on le sait en histoire de l'art, que les choses sont contradictoires, qu'il est peut-être les deux, qu'il est sans doute les deux. C'est-à-dire que les conditions de sa fabrication et le sort qui a été réservé à Maria Schneider allaient en totale contradiction avec ce que prétendait le film. C'est-à-dire que les méthodes employées par Bernardo Bertolucci n'étaient certainement pas en adéquation avec son propos. Sur le reste, je ne peux être que d'accord avec ce que j'ai écrit, et je ne change pas un mot là-dessus. Nous sommes confrontés en tant que Cinémathèque, et je vais aller très vite, c'est un article dans Télérama, qui date pas d'il y a 8 ans cette fois-ci, qui date d'il y a 2 jours, qui est écrit par la journaliste qui s'appelle... Merci beaucoup. Mathilde Bautière. C'est ça, Mathilde Bautière, qui a écrit sur la Cinémathèque française. J'ai trouvé un autre de ses papiers qui n'a strictement rien à voir, sur Basic Instinct. Elle dit Basic Instinct, c'est le personnage de Sharon Stone, à l'époque de la sortie du film. 92. 92 a été considéré comme féministe. Aujourd'hui, c'est l'emblème même de ce qu'on appelle le male gaze. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Mathilde Bautière. Mais je me suis pas dit qu'il fallait discuter si elle avait tort ou si elle avait raison. Ça, c'est vraiment pas notre sujet. Mais en revanche, on voit bien la difficulté. Vous voyez, 1992-2025, c'est pas non plus il y a 50 ans. 1972, pour le dernier tango à Paris, nos jours, les choses changent et peut-être que les couches de sens dans un film ne se contredisent pas, mais s'accumulent. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut, pour pouvoir parler d'un film, dire beaucoup de choses à la fois. Je pense que c'est ce qu'ont un peu essayé Jean-François Roger et Muriel Joudet dans leur émission de télévision, dans leur émission sur Internet. Vous savez, il y avait un livre, je crois, de Georges Perec qui s'appelait « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien ». Eh bien, Jean-François et Muriel ont essayé d'épuiser presque le dernier tango à Paris, tout ce qu'on pouvait en dire, les significations qu'on pouvait en sortir, etc. J'espère que je vous ai répondu. Je rappelle quand même que Maria Schneider a dit vraiment qu'elle ne voulait pas que la scène soit reprojetée. Enfin, elle a exprimé lors des interviews plusieurs fois le fait qu'elle avait un refus là-dessus. La question de monsieur le rapporteur, et après je redonne la parole à madame Legrain. Monsieur le rapporteur a une question sur l'entretien. Oui, c'est ça. Je voudrais répondre à... très brièvement, pardon. Je vais vous... Très brièvement. Une des tâches qui m'incombent, c'est de veiller à ce que la programmation de la Cinémathèque soit diversifiée. La programmation de la Cinémathèque, c'est tout le cinéma, c'est toute l'histoire du cinéma, c'est toutes les géographies du cinéma. Il y a énormément de films qui viennent de cinématographie peu diffusée, inconnue. C'est notre rôle, notre mission de les montrer. Parce que parfois, il n'y a qu'à la Cinémathèque qu'on peut les voir. Je vous invite simplement à regarder le programme d'un trimestre. Vous avez des types de programmation qui sont extrêmement variés. Vous avez les 25 classiques du cinéma d'horreur, ça attire un public jeune, populaire. Je sais pas, et il y en a d'autres. On montre des films de cinéastes inconnus, underground, peu connus. C'est ça en fait l'équilibre que nous essayons de tenir pour éviter justement qu'on nous accuse. Enfin, qu'on nous accuse, disons, qu'on nous soupçonne de pratiquer un entre-soi. Il faut que l'art programmation reflète tout le cinéma.
Et tout le cinéma, et donc toutes les populations de cinéma, tous les publics. On a un public populaire, d'amateurs, qui vient passer une bonne soirée pendant une projection. Puis on a des publics plus savants, plus pointus, plus connaisseurs. Ils sont tous là à la Cinémathèque, en fait. Il est très varié, le public. Il n'y a pas un public à la Cinémathèque. Il y en a plusieurs. Et notre souci, c'est de faire en sorte qu'il continue d'être diversifié. Et ça, on le fait à travers notre travail de programmation. Merci, Monsieur Costa-Gavras. Je voulais simplement dire, au début de votre intervention, monsieur, vous avez dit le cinéma crée de la précarité. C'est forcé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on demande qui cherche d'être employé de banque, on peut avoir 10 000 personnes. Pour le cinéma, vous avez des dizaines de milliers de personnes. Vous avez aussi en France des dizaines d'écoles, des très mauvaises en général, à part la FEMIS, qui... Les autres apprécient. Voilà. Mais oui, ils créent des envies. Ils sont payés très cher. Et je suis allé une ou deux fois, depuis que j'ai arrêté. C'est effrayant ce qui s'y passe. C'est des centres, pas tous, qui créent des centres d'argent. Voilà. Et ça crée de la précarité parce qu'il n'y a pas de place aussi. D'accord, mais on comprend votre raisonnement. Merci, monsieur. Madame Legrain, et si vous en êtes d'accord, après on sort du dernier tango à Paris. Madame Legrain. Oui, pour terminer sur le dernier tango à Paris, bon, vous persistez sur l'histoire de Maria Schneider, victime de la bigoterie. Peut-être qu'elle a été également victime, ce n'est pas de la bigoterie, c'est du sexisme. Hein. On donnait une mode de beurre à une femme parce qu'on a vu une scène d'elle qui n'était pas consentie de sa part, où elle avait... C'est pas tellement... Je ne sais pas si c'est bigot, c'est peut-être bigot, mais les bigots peuvent être sexistes. Mais en tout cas, c'est clairement extrêmement sexiste. Donc c'est des violences sexistes qu'elle subit ensuite. Mais... Le fait de reconnaître qu'il y a une violence sexuelle commise sur le plateau, c'est important dans l'écoute de ce que Maria Schneider avait à dire elle-même. Et quand elle-même a dit « j'ai appris plus tard que j'aurais pu demander un huissier », parce que là j'avais 19 ans et je ne savais pas, et que s'il y avait eu un huissier, j'aurais dit non, je ne voulais pas, elle n'était pas dans mon contrat, elle n'était pas dans le scénario, cette scène. Ça, elle l'a dit. Et cette parole-là de Maria Schneider, vous deux qui êtes du coup les personnes qui allaient nous présenter ce film, et qui, là encore, dans cet exercice-là, nous présenter ce film, vous l'occultez. Et moi, c'est cette question-là que j'ai envie de vous poser sur la parole des femmes et la place des femmes. Et là, je vous renvoie à beaucoup de critiques qui vous ont été faites depuis un moment. Une de vos premiers mots dans votre investiture, vous citiez Truffaut. Alors, on ne va pas critiquer Truffaut ici, c'est pas le but. Mais citer comme phrase... Le cinéma, c'est l'art de faire des jolies choses à des jolies femmes. On connaît tous cette phrase. Mais en fait, placez votre mandat à la tête de la Cinémathèque sous l'égide de cette phrase-là. Quel sens, en fait, on peut lui donner pour les femmes qui ont des choses à dire, qui ont autre chose à faire que faire des choses que lui font faire les réalisateurs. Et vous avez aussi été critiqué pour la façon dont vous avez montré parfois justement des femmes cinéastes en essayant d'enlever le caractère potentiellement féministe. Alors je pense justement, vous aviez eu la remarque qui avait été faite pour une rétrospective que je retrouve bien, mais vous aviez été critiqué au moment de la rétrospective sur Dorothy Hartner, où vous aviez expliqué que c'était une très grande du cinéma, etc., mais que ce qui était regrettable, c'est que finalement elle était récupérée par les mouvements lesbianistes féministes, hein, des choses comme ça qui étaient écrites, hein, écrites par un homme de la Cinémathèque dans le programme, et on va venir sans doute à ce sujet-là, c'est beaucoup des discours d'hommes, hein, expliquant du coup que c'était dommage que cette œuvre soit réduite à l'homosexualité de cette réalisatrice. Et vous avez plein de gens qui tiennent des discours d'analyse cinématographique qui disent ça a son importance dans son œuvre, ça donne une nature différente à son œuvre. Et le fait de mettre en avant seulement les moments où justement vous allez avoir les moments qui étaient glorifiés, c'était des moments où elle était sous forme d'objet, etc., cuisse ouverte, etc. C'est ça qui était glorifié dans le texte. Je ne vais pas faire tous les détails, mais dans le texte qui accompagnait cette rétrospective et cet hommage, finalement, vous parliez tout à l'heure du male gaze. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à la Cinémathèque française? Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le male gaze? Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas le reproduire vous-même? Et en fait, à qui vous donnez la parole aussi pour vous le montrer? Parce qu'il y a besoin, en fait, aussi à un moment d'un autre regard pour vous dire mais oui, le fait que ce soit une femme est important. Et oui, le fait qu'elle soit lesbienne est important. Et oui, ça a un sens dans son œuvre. Et ça a un sens cinématographique. Et nous, on aimerait que la Cinémathèque française nous dise ce qu'elle prévoit de faire pour ouvrir à ce pan-là. J'ajoute au mot de Sarah Legrain, et par qui vous faites-vous conseiller pour ne pas tomber dans le male gaze? Allez-y. Donc si je peux vous répondre.
Avant que je prenne la direction de cette maison, il n'y avait pas eu une seule exposition consacrée à une femme. On peut le regretter. J'arrive, c'est facile à vérifier, le plus rapidement possible, je décide de faire 2 expositions sur 2 femmes, très différentes l'une de l'autre, mais qui ont certainement incarné l'une comme l'autre des courants de femmes libres, indépendantes, et alors avec une très grande émancipation, comme on le disait autrefois et à leur époque. C'est-à-dire Agnès Varda du côté du cinéma, où il a fallu rappeler qu'avant la Nouvelle Vague, une cinéaste avait tourné toute seule, en s'autorisant d'elle-même, un film qui s'appelle La Pointe Courte, sans aucune subvention, aucun moyen, et effectivement 4 ans avant ces messieurs des cahiers du cinéma. Donc cette exposition, c'est moi qui l'ai faite, consacrée à Agnès Varda. Une autre exposition, ça n'avait jamais été fait, consacrée à une comédienne, qui est Romy Schneider, où j'expliquais qu'en plus d'auteurs comme, je ne le fais pas exprès, Costa Gavras, Claude Sauté, Pierre Granier-Defer et ainsi de suite, Romy Schneider avait une part en tant qu'autrice, de par son jeu et de par sa personnalité dans les films eux-mêmes. Donc, pour vous répondre, une journaliste, une fois, m'a posé la question « Quelle est votre définition du cinéma ?» Mon Dieu, je suis allé chercher cette boutade, qui est une boutade de François Truffaut, effectivement, à propos d'un film d'Otto Preminger avec Gene Seberg, qui s'appelle Bonjour Tristesse, tiré du roman de Françoise Sagan, où Truffaut avait écrit « Voilà la définition du cinéma, c'est l'art de faire de jolies choses à de jolies femmes. » Est-ce que c'est limitatif? Évidemment que non. Dès après sa mort, j'ai organisé à la Cinémathèque française une rétrospective complète des films de Chantal Akerman, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes cinéastes du monde. Pour Chantal Akerman, monsieur le rapporteur, le cinéma n'a pas été un moyen d'oppression ou de précarité. Elle a souvent raconté, Chantal Akerman, qu'elle était une petite juive, c'est comme ça qu'elle parlait, à Bruxelles, sans relation, sans argent, pauvre. C'est en voyant le film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, qu'elle a décidé que si Pierrot le Fou existait, eh bien elle pouvait faire du cinéma sans demander l'avis de personne. Donc pour vous répondre, si je sais quelque chose sur les relations entre Alfred Hitchcock, par exemple, et Tippi Hedren, si je sais quelque chose de cette histoire, c'est parce que nous avons fait venir à la Cinémathèque française 4 fois pour parler de son livre, Hélène Frappa, avec un livre qui s'appelle « Des femmes disparaissent », publié chez Actes Sud. J'ai vu arriver un jour à la Cinémathèque française, Costa passait par là, il s'en souvient, la comédienne Caroline Dusset, qui est venue me voir dans mon bureau et qui est venue me raconter ce qu'elle considérait comme une agression sexuelle sur le tournage de Romance de Catherine Breillat. Je lui ai dit, Caroline, pourquoi vous venez me voir, puisque effectivement vous vous en faites l'écho, j'ai si mauvaise réputation. Elle m'a dit, vous êtes le seul journaliste, quand vous m'avez interviewé pour Les Inrecuptibles, à propos de Romance de Catherine Breillat, à ne pas m'avoir posé la question des détails de cette scène avec Rocco Siffredi. Je lui ai dit, mais c'est évident, comment aurais-je osé? Donc elle m'a raconté ça, je lui ai dit, écoutez, écrivez votre livre. Je suis remercié dans les premières pages de ce livre, le dernier livre de Catherine Dusset qui s'appelle Prédation. Non, je voudrais juste terminer, non féminin. Donc si vous me demandez ce que je fais, mais je fais beaucoup, justement. Je fais beaucoup. Simplement, là où nous avons une approche différente, et j'en ai fini, je m'excuse, Madame la Présidente, là où nous avons une approche différente, c'est que je regarde non pas le genre, qui n'est pas ce qui m'intéresse le plus, je vous l'accorde, mais la compétence des auteurs, des autrices, des universitaires, des professeurs d'université, des critiques de cinéma qui sont invités à la Cinémathèque française. J'en ai fini. Merci. Ne pas accorder tant d'importance que cela au genre, c'est aussi louper des talents en matière d'analyste, je le précise. Bon, alors maintenant, on va rentrer sur le fonctionnement de la Cinémathèque en interne, puisqu'il y a plusieurs articles qui sont sortis récemment témoignant d'un management et d'une organisation pour le moins personnifiée et parfois mettant sous pression, sous tension, avec des actes relevant de la violence, pas physique, mais contre des objets du management à la Cinémathèque. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est
Vous avez dit dans votre propos liminaire que vous vouliez donner plus de place au comité de programmation. Aujourd'hui, comment acceptez-vous les propos contradictoires à l'intérieur de la Cinémathèque? Êtes-vous en capacité de les entendre? Êtes-vous en capacité de modifier votre comportement et vos programmations, vos projets en fonction de ces avis divergents et des débats qui peuvent avoir lieu? Et si oui, dans quel climat? Merci. Sur le fonctionnement, je peux vous répondre. Il y a 4 ans, nous avons mis en place un comité de programmation collégial. On parle là de cinéma parce qu'il y a aussi un comité de programmation sur les expositions où chacun arrive avec ses propositions de programmation et sont discutées. Jean-François Roger arrive avec la programmation générale. Il y a la programmation aussi de l'action éducative Le Jeune Public. On a aussi notre plateforme VOD et tout l'accompagnement de l'action culturelle. Les programmations sont discutées et c'est un lieu où la parole est libre. Oui, je peux vous donner la composition hommes-femmes, puisqu'il y a 16 personnes, 9 femmes, 7 hommes. Voilà, si c'était nécessaire. Monsieur le rapporteur ? Alors, effectivement, donc là, vous êtes dans une parité respectée, même déséquilibrée vers les femmes, mais c'est peu fréquent, donc c'est tant mieux. Ouais. Par contre, sur le CA, il y a 6 membres et aujourd'hui il y a 5 hommes. C'est le bureau du CA, pardon. Voilà. Membres, voilà. Sur le CA, il y a 23 membres, 18 personnes élues et 5 personnalités qualifiées. Et il y a donc 12 femmes et... attendez, voilà. Je suis perdue. Il faut faire juste le calcul. Bon, on vous laisse faire le calcul. Il y a plus de femmes. D'accord, ok. Voilà. Sur le comité de rédaction, il est composé comment, le comité de rédaction? Comité de programmation Non, le comité de rédaction. C'est-à-dire de ça? Alors, au comité de rédaction, donc les personnes qui écrivent tous les textes de la Cinémathèque française dans le programme, ce sont 4 femmes. C'est pas ce qu'il y a dans l'ours derrière. C'est ce que je suis en train de chercher. Puisque c'est sur la dernière page, donc vous tournez complètement... Voilà. Et donc, nous, on a Frédéric Bonneau, Bernard Benoliel, Xavier Jamet, Nicolas Lethierry Denquin et Jean-François Roger. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un comité de rédaction qui valide les textes. Mais l'écriture, votre première question, c'était sur l'écriture. D'accord. Bon. Vous avez contenu éditoriaux. Est-ce que ça marche? Céline Bourdin, Hélène Lacolombrie, Delphine Simon-Marceau. Ok. Monsieur le rapporteur? Oui, moi, juste une question sur... vous avez une mission très importante et vous restez une structure associative fortement aidée, fortement subventionnée par le CNC et aussi par le ministère de la Culture. Il y a les 2 tuyaux. Ouais, il y a que le CNC? D'accord. Je croyais qu'en plus du CNC, qu'il y avait aussi quelques subsides parfois supplémentaires du ministère de la Culture. Non, ok, d'accord. Ouais, c'est le CNC. Ok. Donc le CNC, je rappelle aux gens, fonctionne parce qu'il collecte une taxe, qui est une taxe affectée, qui lui est reversée et qui est une taxe prise sur les billets de cinéma. C'est l'industrie du cinéma qui fait vivre le CNC, grosso modo. Internet aussi maintenant, et c'est tant mieux, et on pourrait parler des droits voisins, on pourrait parler de tout ça, voilà. Au regard de vos missions, qui sont des missions importantes et patrimoniales, fortes,
extrêmement forte. Ça c'est sûr qu'on doit reconnaître ça aussi. La Cinémathèque, on n'en a pas parlé parce que ça fait moins sujet de polémique, mais ça conserve nos films. Vous recevez une copie de quasiment... non Alors... J'ai juste sur ce point ce qu'on appelle le dépôt légal pour les films comme pour les livres. Je ne vous apprends rien en vous disant que le dépôt légal des livres va à la Bibliothèque nationale de France. Le dépôt légal des films va au service des archives du film du CNC, c'est-à-dire pas à nous. Est-ce qu'avec Costa Gavras, on serait assez heureux d'être dépositaire anti-dépôt légal? La réponse est oui, mais il ne vient pas chez nous. C'est vrai que je faisais la confusion, mais comme vous travaillez ensemble, et c'est aussi, c'est sur le volet, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont sur le matériel, sur des affiches de cinéma, tout ça. Et effectivement, les films, c'est le CNC qui les gère. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu, et c'est peut-être une question qui s'est posée aussi au moment où vous avez repris en 82 suite à des difficultés, que cette association ne devienne autre chose qu'une association et devienne un établissement public porté par le ministère ou porté aussi, toujours porté par le CNC d'ailleurs, mais avec des statuts autres qu'associatifs. C'est une question, et je ne critique pas en posant cette question le statut associatif qui est très bien aussi pour un tas de sujets, mais est-ce qu'il est vraiment adapté à vos missions ? Une réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de l'audition et j'ai encore quelques questions à poser, donc s'il vous plaît. Oui. La question a été posée, en effet. Le problème, c'était qu'il fallait que tous les membres de l'association de la Cinémathèque l'acceptent. Ils étaient à peu près, à l'époque, 700 membres, 800 membres. Aujourd'hui, ils sont 1000. Ils n'auraient pas accepté, d'abord. Et après, la discussion qu'on a eue avec le Centre national du cinéma à l'époque, c'était que le centre préférait, et je crois qu'il le préfère toujours, que nous restons dans la même situation, avec la même organisation dans son ensemble. Parce qu'elle est mieux contrôlable. Et la question était aussi d'en faire une fondation. Mais là, c'était vraiment la chose la plus difficile, la plus compliquée. Et je répète, le centre, et je crois aussi la direction de la culture, la ministre de la Culture à l'époque, préférait qu'on reste, voilà. Et je crois qu'ils le préféreront toujours, oui. Très rapidement, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur, parce que la question est d'importance, elle vient d'être soulevée. C'est pour ça que je me permets de compléter mon président. Elle vient d'être soulevée, ou elle va être soulevée par un rapport de cette année de la Cour des comptes. Voilà. Nous avons été contrôlés assez longuement, plusieurs mois, par la Cour des comptes cette année. Et évidemment, la Cour, ce n'est pas un secret de le dire, nous a fait part de ses interrogations exactement sur la question que vous soulevez. Et je ne crois pas non plus que ça soit un secret de dire que le CNC a répondu qu'il préférait que la situation perdure. Madame Legrain. Oui, moi j'avais des questionnements en termes de fonctionnement collectif justement, alors pas pour reprendre tout l'épisode de Bertolucci, mais il me semble qu'on a en tout cas dans la presse des témoignages sur le fait qu'il y avait eu des alertes sur le potentiel inflammable du film au printemps 2024, et vous nous dites que la programmation a été décidée à l'été, après. Comment ça fonctionne exactement ? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des alertes sur des programmations en cours? Et puis, en termes de relations, on a aussi un certain nombre d'alertes sur le climat très tendu au sein de la Cinémathèque, le fait qu'il y a quand même des témoignages sur des difficultés, parfois des violences au minimum ressenties. Est-ce que vous avez un dispositif comment ça se passe en fait si quelqu'un veut signaler quelque chose au sein de la Cinémathèque française? Qu'est-ce que vous avez comme dispositif mis en place? Est-ce qu'il y a déjà eu des signalements à une cellule ou à travers le CSE ou je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions prises, ce genre de choses? Merci. Parce que je préside le conseil d'administration dans lequel il y a des représentants de tout le monde. Et depuis, on n'a jamais entendu la moindre chose que j'ai lu dans la presse. Jamais. Aucune représentante du personnel ne s'est exprimée au conseil d'administration pour dire voilà ce qui se passe, etc. Et j'ai découvert tout cela dans la presse.
Donc, juste pour être sûr, vous n'avez pas eu d'alerte du CSE? Il n'y a pas eu un rapport d'inspection du travail daté du 5 mars 2020? Non, le climat social à la Cinémathèque française est très bon, sauf effectivement depuis quelques semaines. Les liens que l'on a aujourd'hui, le dialogue social avec les organisations syndicales sont très très bonnes, avec les représentants du personnel aussi. En témoignent les 14 accords qui ont été signés à l'unanimité des syndicats. Néanmoins, nous sommes dotés évidemment d'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes depuis 2016 et il a été renforcé en 2022. Nous avons bien sûr un engagement contre la discrimination à quelque titre que ce soit en matière de recrutement, de rémunération, d'accès à la formation. Voilà. Et nous avons en interne 3 référents sur le harcèlement et les agissements sexistes, là où la loi nous oblige à en avoir qu'un. Côté salarié, nous avons 2 référents, un homme et une femme, et côté direction, c'est une femme. Voilà. Sur votre question sur les procédures disciplinaires sur le sujet, bien sûr, comme toute entreprise, il y a des sujets. Depuis 5 ans, nous avons donné un avertissement pour des propos sexistes et un licenciement pour harcèlement sexuel. Voilà. Par ailleurs, on a aussi fait une alerte et changé nos contrats puisqu'il y avait eu des propos sexistes lors de visites guidées avec des partenaires. Donc on a fait mettre aussi un article dans nos contrats commerciaux. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cette audition. Moi, je vous le dis, je suis très circonspecte quant à cette audition et quant à ce qui vient de se dire ici, puisque d'un côté, nous avons des articles qui, de manière récurrente et multiple, sur des journaux différents, témoignent d'un climat extrêmement délétère de violence, d'insultes et de tensions de manière continue. De jets de téléphone, de stylos, etc. dans la cinémathèque. Vous nous dites qu'il y a un climat social absolument extraordinaire. Nous avons de multiples interviews de vous, notamment messieurs Bonneau et Roger, témoignant du fait que vous minimisez de manière systématique les violences faites aux femmes, que vous parlez de la nécessité de violer. Alors j'entends que vous avez fait un mea culpa, mais enfin pardon, excusez-moi, pour parler du dernier tango à Paris, dire qu'il n'y a pas de bon film sans la nécessité de violer une actrice. Enfin, je ne comprends même pas comment cela est possible. Je ne comprends pas davantage comment vous pouvez traiter de délires sociétaux, de puritanisme, de demi-folle et tout ça, et dire qu'en fait, la cinémathèque est un haut lieu de l'égalité femmes-hommes. Je pense que il faut que vous entendiez que le cinéma est en train de changer parce que la société est en train de changer et que le regard sur le cinéma est en train de changer parce que la société est en train de changer et que la résistance dont vous êtes un des piliers manifestement, eh bien, ne tiendra pas très longtemps, je vous le dis, parce que la société est bien en avance sur vous. Merci beaucoup, messieurs.